Bonjour à toutes et tous. Heureux de vous retrouver à l'issue de ce Conseil européen extraordinaire important qui fait suite à celui de décembre dernier. En décembre, nous avions réaffirmé la position qui est la nôtre depuis le début de la guerre, l'unité et le soutien très clair des Européens aux Ukrainiens. Cela s'était traduit par une décision sur l'ouverture des négociations d'adhésion pour l'Ukraine et la Moldavie, ce qui avait permis d'envoyer un signal politique claire sur notre communauté de destin avec ces pays. L'accord que nous avons trouvé aujourd'hui permet de confirmer la clarté de ce choix. En effet, la question en suspens, vous vous en souvenez, concernait le volet économique et financier de notre soutien à l'Ukraine. Nous avions trouvé un accord à 26 sur la revue du cadre financier pluriannuel et la Hongrie n'avait pas pu accepter à ce moment-là cet accord. Depuis, nous avons travaillé pour permettre un accord à 27. Il était indispensable parce que notre soutien à l'Ukraine depuis le début de la guerre est uni et unanime. C'est dans cet esprit que nous avons abouti aujourd'hui. Nous avons donc trouvé un accord à 27 qui nous permettra d'accorder 50 milliards d'euros pour la reconstruction et le soutien à l'Ukraine, 33 milliards de prêts et 17 milliards de dons et subventions, 9,6 milliards d'euros pour mettre en œuvre le pacte asile et migration et agir conjointement avec les pays d'origine et de transit, et donc accompagner les décisions qui avaient été finalisées en fin d'année dernière, et 1,5 milliard d'euros pour le Fonds européen de défense au sein de la facilité STEP, qui préfigure un instrument de souveraineté européenne. Cet accord nous permet donc d'agir jusqu'en 2027 et donne de la prévisibilité à notre soutien à l'Ukraine par un engagement économique et financier dans la durée. Le message est clair, la Russie ne peut pas compter sur une quelconque fatigue des Européens dans leur soutien à l'Ukraine. Le Conseil européen est convenu que la Commission présentera un rapport annuel sur la mise en œuvre de la facilité Ukraine. Sur cette base, nous tiendrons chaque année un débat pour fournir les orientations requises. Et si nécessaire, le Conseil européen pourra dans 2 ans inviter la Commission à présenter une proposition de revue de cette facilité dans le contexte en particulier du prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Le Conseil a également permis de faire un point sur notre soutien militaire à l'Ukraine. Nous prenons des engagements au niveau bilatéral. C'est l'un des objectifs de mon prochain déplacement en Ukraine. La France fournit à ce titre, vous le savez, des capacités critiques qui peuvent faire la différence sur le champ de bataille. Missiles Scalp pour la défense aérienne, entre autres, canon César pour ce qui est de l'artillerie. Et au-delà de ce soutien bilatéral, notre soutien doit se poursuivre à l'échelle européenne également. C'est là aussi une question de cohérence qui a été ce matin réaffirmée de manière très claire. Pour cela, nous devons nous doter d'instruments européens qui permettent de préserver la solidarité européenne et la pérennité de l'effort vis-à-vis de l'Ukraine. C'est le cas de la facilité européenne de paix que nous devons continuer à mobiliser et à faire évoluer vers une logique de production et d'acquisition conjointe. Le haut représentant a fait des propositions utiles qui ont été validées et qui vont nous permettre d'aboutir. Et en février, la Commission reviendra sur la stratégie européenne en matière de défense et le programme d'investissement associé. Au-delà de cela, nous avons souhaité avancer sur les coalitions capacitaires. Le 18 janvier dernier, la France a abrité une réunion importante de la coalition artillerie que nous coprésidons avec les États-Unis d'Amérique et qui a permis de mobiliser de nombreux pays pour coordonner les efforts de production, de livraison, de dons, de tout ce qui touche justement l'artillerie et sa présence en Ukraine. Ces efforts doivent en effet aller de pair avec le renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. C'est la raison pour laquelle nous devons assumer une préférence européenne, que ce soit dans la facilité européenne de paix transformée ou dans les futurs instruments. Là-dessus, nous aurons l'occasion de revenir lors du prochain Conseil européen. Nous devrons trouver les moyens financiers et budgétaires de garantir ce soutien. Nous avons franchi une étape importante en décidant de séparer les intérêts des actifs russes immobilisés. La deuxième étape sera maintenant de décider la manière d'utiliser ces intérêts et leur affectation. Et là aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce Conseil a permis également un échange sur la situation au Proche-Orient. Il est aujourd'hui plus que jamais indispensable d'avancer sur les volets humanitaires, sécuritaires et politiques de la crise.
Dans ce moment critique, l'objectif de la France est d'accélérer le cessez-le-feu à Gaza, d'obtenir la libération de tous les otages et de prévenir une dangereuse escalade régionale. C'est le sens des efforts que nous déployons aujourd'hui auprès de tous nos partenaires, en particulier au Moyen-Orient. Je considère que c'est aussi ce qui doit nourrir une véritable offre européenne de paix et de stabilité pour tous dans la région. C'est également le sens de l'initiative européenne que nous sommes en train de finaliser en mer Rouge. Enfin, ce Conseil a été l'occasion d'un échange approfondi sur la situation agricole européenne. J'ai pu également avoir un échange avec la présidente de la Commission européenne, aujourd'hui, comme je l'avais eu ces derniers jours et depuis plusieurs semaines. Nous vivons en effet une crise agricole en Europe, et ce depuis de nombreux mois. Après les mouvements importants aux Pays-Bas, en Allemagne, maintenant en Belgique, Roumanie, Pologne, France, nous voyons partout en Europe des mouvements importants monter de contestation. Ceci arrive dans un contexte, et pour ce qui est de la France, sur lequel je voulais revenir après que le gouvernement a pu s'exprimer et que les principaux responsables syndicaux ont demandé la levée des barrages qui avaient été organisés. Nous avons beaucoup fait ces dernières années, en particulier depuis 6 ans, pour notre agriculture en Europe et en France. D'abord en défendant une politique agricole commune, qui, je vous le rappelle, il y a quelques années, n'était pas acquise. Tout le monde la voyait à la baisse, tout le monde. Tout le monde pensait que la conséquence à la fois du Brexit et du contexte ferait baisser les montants de la PAC. Nous nous sommes battus, nous les avons maintenus. Ça représente environ 9 millions d'euros par an. 9 milliards d'euros par an, pardon. À côté de cela, nous avons, dès 2017, lancé à marche forcée un travail très approfondi des États généraux de l'alimentation, de lois successives, j'y reviendrai, des mécanismes qui étaient attendus depuis des décennies par nos agriculteurs, comme l'assurance récolte, pour faire face justement aux grands aléas climatiques, des plans de soutien de plusieurs filières, certains d'ailleurs encore reconfirmés au prix à nouveau, qu'il s'agisse de la viticulture, de l'élevage ou d'autres. Nous avons profondément modifié nos équilibres. Sans cela, il est sûr que la situation serait beaucoup plus grave. Néanmoins, nous ne devons pas sous-estimer que l'accélération que notre époque vit, la grande déstabilisation géopolitique, la guerre suite à l'agression russe en Ukraine, ont conduit, et évidemment la pandémie de Covid, ont conduit à des perturbations massives qui touchent très profondément le modèle agricole européen. Et c'est à cela que nous sommes confrontés. Les temps changent, nous vivons une révolution collective, il faut faire face au changement climatique, à la guerre en Europe, aux déstabilisations géopolitiques, et donc nous devons aussi profondément changer les règles et aller plus loin que ce que nous avons su faire. Alors que veulent nos agriculteurs? Ils veulent vivre dignement de leur travail. Et ils ont raison, c'est plus que légitime. C'est tout le sens de cette PAC qui, par les mesures que nous avons prises, je l'ai dit, est confirmée en montant, c'est 9 milliards d'euros par an, qui surtout est payée beaucoup plus vite que là aussi il y a quelques années. Je me souviens de la dernière PAC, j'étais récemment élu président, il y avait des années de retard dans les paiements. On ne retrouve plus cette situation. C'est aussi le sens de Egalim 1 et Egalim 2 et de ce que le gouvernement a annoncé ces derniers jours, et en particulier ces dernières heures, permettent de défendre le revenu des agriculteurs et que, précisément, la rémunération juste de leur travail descende dans la cour de ferme. La baisse des charges, avec ce qu'on a fait sur TODE, qui va être confirmée pour les années à venir, les soutiens de filières, l'élevage, la viticulture, etc. Les décisions qui ont été prises sur le GNR, l'eau et d'autres éléments de charge. C'est tout ce que nous avons su faire aussi filière par filière et nous allons continuer ce travail pour améliorer les choses. Et s'il faut modifier la loi à nouveau pour améliorer les contrats tripartites entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, nous le ferons. Ensuite, nous devons intensifier les contrôles. Beaucoup de contrôles ont été pris, les équipes ont été renforcées. Nous serons intraitables avec les plus gros industriels et en particulier aussi les plus gros distributeurs qui ne jouent pas le jeu de la loi. Et le gouvernement renforcera également le bon contrôle des engagements en matière de restauration collective. Maintenant, pour aller plus loin, au-delà des mesures d'amélioration nationale, il y a très clairement un combat européen à mener sur ce sujet. C'est ce que j'ai demandé à la présidente de la Commission maintenant de travailler dans la revue stratégique qui vient d'être lancée.
c'est de mettre en place un EGalim européen. C'est-à-dire de s'assurer au niveau de l'Europe qu'il n'y a pas un contournement justement de ce que nous avons fait au niveau français, qui en a inspiré plusieurs autres, par ces grandes centrales d'achat européennes. Or, ce que nous avons vu s'organiser ces dernières années, c'est certains distributeurs qui se sont organisés au niveau européen par des centrales d'achat et qui, avec ces dernières, cherchent à contourner la loi française. Au fond, ils font une Europe plus forte, plus concrète, pour protéger le revenu de nos agriculteurs. C'est maintenant là que se joue une partie de ce nouveau combat. Que veulent nos agriculteurs? Ils veulent pouvoir produire une alimentation de qualité. Nous avons en France l'une des meilleures d'Europe, mais en Europe l'une des meilleures du monde. Œuvrer à notre souveraineté agricole, que nous défendons toutes ces dernières années, que nous avons encore renforcée, en particulier dans la filière protéines, et ils veulent pouvoir le faire avec aussi une vie plus simple, c'est-à-dire avoir plus de temps à dédier un peu à leur famille, mais aussi faire leur travail de manière plus apaisée. Pour ça, réduction drastique de la paperasse et de la complexité. C'est le chantier qui a été lancé avec le gouvernement, une dizaine de chantiers qui maintenant sera décliné dans chaque préfecture pour permettre de simplifier les règles, limiter la paperasse et les complexités. C'est la visibilité qu'on donne sur le coût du travail et d'autres points. C'est l'accélération des délais, il faut le reconnaître. Nous avons été souvent trop lents. Les décisions sont bonnes, mais qu'il s'agisse d'accompagner des agriculteurs qui sont confrontés à une épizootie ou qui sont confrontés à une tempête ou un ouragan, les délais de mise en œuvre sont trop lents. Et des mesures pour accompagner nos exploitants sur MHE ou Ciaran ou autres sont aujourd'hui en cours d'accélération par le gouvernement. C'est ce que nous souhaitons faire aussi par une politique résolue que nous préparons depuis 18 mois d'aide à la transmission et l'installation pour les jeunes agriculteurs, ce qui est un point clé pour produire justement davantage. Là aussi, ce combat doit être mené au niveau européen. C'est pourquoi nous avons d'abord obtenu hier une dérogation sur les 4% de jachère. Vous le savez peut-être, ça faisait partie de ce qu'on appelle les éco-conditionnalités. Dans la PAC qui avait été décidée, il y avait la nécessité d'avoir 4% des surfaces qui étaient mises en jachère. Nous avions obtenu l'année dernière une dérogation, nous avons réussi à en obtenir à nouveau cette année, ce qui permet à des cultures, de soja, de luzerne, de fèves, etc., de pouvoir être faites sur ces surfaces au lieu d'être laissées en jachère. C'est important pour nos exploitants et c'était demandé par ces derniers. Au-delà de cela, nous souhaitons que les objectifs que nous nous étions donnés, en particulier dans Farm to Fork, soient revus à l'aune d'un objectif de souveraineté. Et au fond, nous devons prendre en compte la situation géopolitique, la situation de notre continent et remettre au cœur des objectifs européens notre souveraineté alimentaire. Pouvoir trouver des flexibilités sur les ratios prairies pour les adapter à la réalité du terrain et permettre d'avoir toutes les souplesses et à chaque fois que des règles trop complexes sont en cours de décision au niveau européen, pouvoir les adapter à l'aune d'un objectif de souveraineté alimentaire qui doit être intégré au cœur de notre stratégie. C'est ce que j'ai demandé à la présidente de la Commission européenne dans le cadre de la revue stratégique qu'elle vient de lancer, qui commence à marche forcée et qui aura à prendre des premières décisions dans quelques semaines. En tout cas, nous veillerons de manière très scrupuleuse à ce que nos agriculteurs puissent continuer de produire et assumer que la production et davantage de production est une nécessité dans le monde où nous vivons. Enfin, nos agriculteurs, à juste titre, ils veulent que les règles soient les mêmes pour tous. Et je dirais que c'est une forme de bon sens. Et nous avons toujours été à leur côté pour cela. C'est un engagement que j'avais pris dès 2017, pas de surtransposition. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de corriger des surtranspositions qui existaient. La surtransposition, c'est quoi? C'est quand nous, Français, on a tendance à prendre des règles qui sont encore plus dures que ce qu'on décide au niveau européen. Ça avait été fait par le passé, nous n'en avons plus pris par voie législative depuis 2017. On en a même corrigé, vous vous souvenez peut-être du fameux débat sur les néonicotinoïdes. Nous allons poursuivre ce travail, il y a encore des points qui sont à travailler et améliorer. Nous souhaitons aussi que, quand des décisions sont prises par l'agence française, elles soient coordonnées au niveau européen, et c'est là où il peut y avoir des différences qui existent et que nous allons donc corriger. Et donc, sur toutes les restes de surtransposition ou les décisions où les agences françaises vont plus vite que la machine européenne, là-dessus, c'est le chantier qui a été lancé par le gouvernement.
nous adapterons les choses pour que la France, en quelque sorte, aille toujours au rythme européen et pas plus vite. À côté de ça, j'ai demandé aussi au gouvernement qu'on soit plus efficace dans les dérogations. Parfois, il est prévu, même dans les textes européens, qu'on puisse, sur tel ou tel produit, pendant telle ou telle saison, déroger. Les producteurs de cerises le savent ô combien. Il faut qu'on puisse le faire vite quand c'est nécessaire. Et donc déconcentrer la décision au niveau des préfets. Mais là aussi, on a besoin d'une Europe plus claire. Au-delà de ce que nous, on va améliorer au niveau français. Et donc, nous, j'ai demandé à la présidente plusieurs choses. D'abord, qu'il y ait des contrôles homogènes au niveau européen. Et ça fait 5 ans que la France se bat sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire de manière très simple? Quand on a une règle européenne qui est transposée de la même manière partout entre nos agriculteurs, il faut qu'elle soit contrôlée de la même manière dans tous les pays. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une force européenne de contrôle sanitaire et agricole, force européenne qui puisse éviter justement la concurrence déloyale qui peut exister au sein même des pays parce qu'il y a trop de différences entre la manière dont les textes sont appliqués. Ceci n'existe pas aujourd'hui, c'est renvoyé à des différences entre pays, ce qui n'est pas satisfaisant. Et puis l'autre point, c'est que les règles doivent être les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur, si je puis dire. Quand on impose des règles de production à nos agriculteurs, ils peuvent les comprendre si c'est pour le bien-être de la population. Et on leur a demandé beaucoup d'efforts. Et c'est la profession sans doute qui a fait le plus d'efforts et porté le plus de transformations ces dernières années, ces dernières décennies. Mais ce qui est incompréhensible, et ce que moi-même je ne sais pas expliquer, c'est lorsque nous imposons des règles pour ce qu'on produit en Europe et qu'on laisse importer des produits qui ne respectent pas ces mêmes règles et qui viennent hors d'Europe. C'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. La règle qui vaut à l'intérieur pour la production doit valoir à l'extérieur quand on facilite les importations. C'est simple, c'est de bon sens, mais on ne le fait pas assez. C'est pour cette raison même qu'aujourd'hui, dans l'état des textes du Mercosur, la France s'oppose et continuera de s'opposer à cet accord de libre-échange avec la région Mercosur. Je l'ai dit encore très clairement au président Lula il y a quelques semaines, je l'ai dit à tous mes homologues, je l'ai redit là, et je me félicite que les discussions sur la base du texte qui était justement soumis aient bien été suspendues comme nous le demandions, et qu'elles n'ont pas été conclues à la va-vite comme certains menaçaient de le faire. Pourquoi? Parce qu'on demande simplement que les règles environnementales et sanitaires qu'on impose à nos agriculteurs et à plusieurs autres professions, eh bien, soient les mêmes du côté justement des pays à qui on est en train d'ouvrir nos portes. Sinon, ça n'est pas juste. La France maintiendra cette position parce que c'est une position de cohérence, de clarté, de solidité. Ensuite, ce qu'on a demandé aussi à la Commission européenne, et ce sur quoi on va continuer de se battre, c'est que lorsqu'on prend de telles décisions, elles soient clairement mises en œuvre. Je vais prendre un exemple très simple et très clair. Nous avons interdit, nous, de mettre des antibiotiques de croissance pour nos poulets. Pendant des décennies, on faisait ça. Mauvaise pratique, il y avait des risques sanitaires. Nous l'avons interdit pour tous les producteurs européens. Ça a été une initiative française. On n'a pas attendu ce qui est en train de se passer là. Il y a maintenant près de 2 ans, fait prendre un texte européen qui est une vraie clause miroir en disant tout ce qu'on importe doit aussi interdire l'utilisation de ces antibiotiques de croissance. Simplement aujourd'hui, on ne le contrôle pas. Et donc nous avons demandé que cette force justement sanitaire et agricole européenne puisse être mise en place au plus vite et surtout que les clauses miroirs qu'on prend, eh bien, elles soient contrôlées. C'est un combat qui est essentiel pour nos agriculteurs, il est essentiel pour la France, c'est un combat de cohérence, c'est un combat d'honnêteté vis-à-vis d'eux, c'est un combat de souveraineté. Comment appeler à la souveraineté alimentaire européenne? On se bat depuis 6 ans pour elle. J'ai fait des discours au Salon de l'Agriculture dès 2017, 2018 pour cette souveraineté alimentaire européenne. Si on impose des règles à nos agriculteurs et que soit on n'impose pas les mêmes aux produits qu'on fait rentrer, soit on ne les contrôle pas. Ça n'est pas sérieux. Et donc nous allons continuer de nous battre pour que, quand une règle est imposée à l'intérieur, elle soit imposée à l'extérieur et pour que les contrôles soient au rendez-vous. Ensuite, je disais, nos agriculteurs demandent que les règles soient les mêmes pour tout le monde, ce qui évidemment conduit à examiner de près la situation des imports agricoles venant d'Ukraine. Débat qui a été au cœur de beaucoup de discussions dans beaucoup de pays européens. Nous avons ainsi obtenu
qu'on mette en place des règles plus strictes pour éviter les abus très clairs et les déstabilisations qu'on a vues ces derniers mois. On a ainsi obtenu que pour les céréales, il y ait un mécanisme de sauvegarde renforcé en cas de perturbation du marché, ce qui permettrait des mesures d'intervention si les céréales venant d'Ukraine qui sont mises sur le marché européen viennent à déstabiliser de manière trop importante nos cours, les prix ou créer une concurrence qui serait déloyale, avec différents mécanismes qui peuvent être de bloquer, d'intervenir sur les prix ou autres. Pour ce qui est des œufs, des poulets, du sucre, nous avons obtenu des mécanismes de protection en reprenant l'historique des volumes 2022 et 2023, et donc dont le premier semestre 2022 avec des chiffres qui étaient plus historiques, et qui, au-delà de volumes ainsi définis, nous permettent de rétablir des droits de douane. Au fond, je vais être simple, oui pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre, non pour créer une situation de concurrence déloyale qui profite à quelques milliardaires ou à quelques grands industriels qui ne respectent pas nos règles. Là aussi, c'est du bon sens. Eh bien, c'est ce qu'on a obtenu en changeant ainsi ces règles. Vous l'avez compris, ces derniers jours, ces dernières heures, nous avons obtenu des avancées substantielles, qu'il s'agisse de la question des jachères, de l'Ukraine ou du Mercosur. Plus largement, nous avons obtenu de pouvoir lancer un travail de révision en profondeur de la logique et de l'approche européenne. Et je remercie la présidente de la Commission qui a entendu cette demande, qui a lancé cet exercice de dialogue stratégique. Il va permettre, dès la fin du mois de février, de prendre des mesures de simplification au niveau européen, comme nous sommes en train de le faire au niveau français. Mais il va surtout nous permettre d'intégrer, beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait, dans une PAC qui avait été pensée avant ce nouveau contexte géopolitique, d'intégrer le changement de logiciel dans lequel nous vivons. La guerre est là, le monde se transforme, et donc nous devons avoir une politique agricole plus simple, qui prenne en compte davantage la nécessité de produire plus, qui évidemment intègre nos objectifs environnementaux, mais qui le fait en préservant une concurrence loyale, en préservant le revenu des agriculteurs et en préservant notre souveraineté alimentaire. C'est ça le changement de logique que nous voulons porter au niveau européen, que nous avons commencé ces dernières heures à pouvoir lancer et enclencher, et sur lequel nous ne lâcherons rien. Nous nous sommes battus pour obtenir ces premiers résultats. Nous continuerons de le faire pour avoir une agriculture européenne et française plus forte, plus souveraine, et continuer à avoir l'une des agricultures qui fournit l'alimentation de qualité aux meilleurs standards mondiaux. Parce que nous devons être fiers de l'alimentation française et européenne, c'est l'une des meilleures du monde. Donc on doit continuer à se battre pour elle, et ce faisant, à bâtir notre nouveau modèle agricole. Par de l'investissement, par des changements, mais aussi par du bon sens, de la simplicité et de la volonté. Le combat va donc continuer en ce sens et nous aurons l'occasion dans les prochaines semaines et les prochains mois de continuer d'œuvrer pour obtenir des résultats concrets pour nos agriculteurs. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Merci Angela Charlton from the Associated Press. Sur l'Ukraine, après le pessimisme généralisé sur un accord à 27, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur la réunion en petit comité ce matin, notamment, qui a convaincu Orban à changer son avis? Et qu'est-ce qu'il a eu en échange? And if possible, one quick question also on Ukraine in English. What message does this decision today from the EU send to Washington today? I think the message sent to Washington very clearly is that the European Union is here, committed and delivers. Pour ce qui est des discussions que nous avons eues, d'abord, je pense que l'approche en deux étapes a permis de garder l'unité et l'unanimité. Nous avons bien fait. Elle a ensuite permis un travail important de plusieurs États membres, de la Commission, du Conseil. Aux côtés de la Hongrie, j'ai moi-même hier soir vu longuement Viktor Orban avant en effet qu'on se réunisse ce matin en petit comité avant le Conseil. Et au fond, nous avons défini une méthode qui est une méthode claire, non discriminatoire et proportionnée. Et la Hongrie n'a pas eu de cadeau, mais elle a simplement eu la garantie que l'approche qui serait faite à son égard, elle serait non discriminatoire. Les règles sont claires et les règles, on les a d'ailleurs définies en 2020. Et nous l'avons rappelé dans les textes du Conseil. Et donc il n'y a pas d'arbitraire derrière. Et derrière ça, que ce sera proportionné.
Chaque fois qu'il y a une réforme ou un effort qui est fait, il y a un dégel qui est conduit. Et je crois que cette clarté a permis de lever des ambiguïtés qui existaient. Et je pense que le fait qu'on s'y prenne en 2 fois a aussi permis d'avancer clairement. En tout cas, cela conforte la nécessité de ne jamais être pessimiste ou résigné, mais déterminé et méthodique. Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. 2 questions d'abord à votre arrivée ce matin à Bruxelles. Vous avez dû entendre les klaxons de tracteurs résonner dans la ville. En France, les syndicats agricoles pointent, je cite, la surdité de l'Union européenne. Est-ce qu'à l'issue de votre entretien avec Ursula von der Leyen, c'est aussi le sentiment que vous avez? Et puis en France, toujours sur les routes, une partie des syndicats appellent à lever les blocages, d'autres appellent à les poursuivre au vu des annonces qui ont été formulées notamment ce matin par votre Premier ministre à hauteur de 400 millions d'euros. Est-ce que vous estimez que la sortie de crise est en vue? Je vous remercie. Écoutez, on a beau jeu de dire que l'Europe est la source de tous les maux. L'Europe, c'est nous, comme je dis toujours. Et je pense que simplement, nous devons tous être conscients que, je le disais, on a un modèle agricole exceptionnel. Nous, Français, mais nous, Européens. C'est le fruit de décennies d'une politique agricole qui s'est construite après-guerre, qui a permis de nous nourrir. Et notre politique agricole commune, dans sa pensée, sa conception première, elle a été au rendez-vous des objectifs historiques qu'on s'était fixés. On est en fait en train de définir un nouveau pacte avec le monde agricole. Et je crois qu'il faut qu'on se le dise peut-être de manière plus claire, qu'on le fasse de manière plus simple. C'est ça ce qu'on est en train de faire à ciel ouvert. C'est quand nous voulons continuer à nous nourrir et à exporter, c'est ça la souveraineté alimentaire. On ne veut pas dépendre des autres, on veut continuer à nourrir le peuple français, le peuple européen, et à exporter parce que ça crée la puissance. On veut le faire en gardant la qualité qui est la nôtre, et même en continuant à l'améliorer à chaque fois qu'on peut. Et on veut le faire maintenant en intégrant la nécessité, justement, climatique, ce qui est de la contrainte. Sur une agriculture qui a été pensée historiquement, ce n'est pas la faute des agriculteurs, c'est nous qui l'avons voulu. Sur un modèle beaucoup plus productiviste et qui reposait sur beaucoup de chimie. Et donc on est en train de faire une sortie de ce modèle de chimie pour aller vers une agriculture qui est en train de se réorganiser avec de l'innovation, avec de la robotique, avec de la génomique, avec des innovations et de l'investissement pour accompagner. Et donc on va sortir des pesticides par la recherche, en faisant justement, par exemple, dans la viticulture, des cépages plus résilients, en changeant les pratiques de sol, etc., etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et donc partout où vous avez des difficultés, c'est quand les règles vont trop vite, quand elles sont trop compliquées, quand on crée des conditionnalités qui paraissaient simples quand on les négociait à 27, mais qui sont un casse-tête terrible quand il faut les mettre en place au niveau de son champ. Donc, on doit avoir l'humilité de dire, on est à un moment historique, on bâtit un nouveau modèle agricole. Ce modèle agricole, on doit le faire avec nos agriculteurs. C'est exactement ce qu'on vient de lancer ici au niveau européen. Et je crois que l'Europe n'est pas du tout sourde à cela. Il faut qu'elle ait l'humilité de dire, c'est un choix historique, on le fait une fois tous les 40-50 ans, et encore. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc on doit le faire avec les agriculteurs, on ne pourra pas le faire contre. Et après, il faut avoir aussi l'humilité de dire, regardons le monde qui est en train de changer. Les déstabilisations agricoles créées par la guerre lancée par la Russie en Ukraine, on les voit dans tous les pays, évidemment ça nous touche. Et donc on doit intégrer aussi cette déstabilisation, celle qu'on a connue pendant le Covid, à la sortie du Covid, liée à la guerre en Ukraine, remettre tout ça à plat, et au fond se dire, on regarde nos objectifs, on investit pour pouvoir faire ce changement, et on le pense de telle sorte qu'il soit simple, intelligible et faisable pour nos agriculteurs. Et là où il y a un très gros travail de changement de logiciel, au niveau européen et au niveau français, il faut avoir l'honnêteté de le dire, c'est dans la simplicité et l'intelligibilité. Nos règles sont trop compliquées. Du coup, ça crée de la paperasse, ça crée de l'anxiété. Et pour des agriculteurs qui travaillent déjà énormément, qui ne savent pas ce que c'est qu'un jour férié, qu'un jour de congé, ça devient impossible et ça crée des situations de découragement et d'immense détresse. Donc voilà ce qu'on fait. Donc non, l'Europe n'est pas sourde. Oui, le défi est immense. Oui, nous avons les moyens de le relever. Et ce qu'on a commencé à obtenir là sont des résultats très concrets pour nos agriculteurs. Et ce qu'on a lancé là va nous permettre dans les prochaines semaines et les prochains mois, eh bien, de simplifier drastiquement les choses au niveau européen et au niveau français, et de concevoir une vraie nouvelle politique agricole du XXIe siècle. En tout cas, je ferai tout pour me battre pour cela,
qui est celle d'une vraie souveraineté alimentaire repensée. Et donc, voilà ce que nous sommes en train de faire. Face à cela, je pense que ce qui a été annoncé par le Premier ministre et les ministres tout à l'heure, ce que je viens de vous dire là aussi de nos avancées européennes, correspond, je le sais, à beaucoup des attentes qui étaient là. Et donc, je pense que le retour au calme, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont beaucoup de travaux, je le sais, à faire et qui sont aussi largement mobilisés, est une nécessité. Je pense que ce retour au calme, et j'en prends ici l'engagement, ça ne doit pas être un retour à la situation d'avant. C'est-à-dire que nous, maintenant, il faut mettre en place et mettre en œuvre très vite ce qui a été décidé et aller au bout des engagements qui ont été pris. Et donc, très concrètement, j'attends, moi, du gouvernement qu'il mette en place très rapidement tout ce qui a été décidé, qu'il travaille à marche forcée, avec en particulier concertations qui sont lancées dès demain par les préfets dans chaque département, les mesures de simplification, qu'on puisse avoir dès les prochains jours à nouveau des décisions concrètes, le plus tard pour le salon de l'agriculture, des décisions très concrètes de simplification qui ont été annoncées, que les plans viticulture-élevage soient mis en place là aussi de manière très rapide. Et j'attends de la Commission européenne que le dialogue stratégique qui a été lancé puisse nous permettre d'aboutir là aussi à des simplifications concrètes et tangibles dès la fin du mois de février. Et là, on sera au rendez-vous. Et on continue. Et nous nous battrons. Bonjour Monsieur le Président, Michel Rose de Reuters. Une question sur le Mercosur. Vous nous avez dit être contre cet accord, mais la France n'a pas de droit de veto. On a entendu Olaf Scholz, Pedro Sanchez nous dire tout le bien qu'ils pensent de l'accord avec le Mercosur. Est-ce que le problème n'est pas que la France est isolée sur ce sujet en Europe et l'Union européenne pourrait-elle décider d'imposer cet accord à la France contre sa volonté? Vous avez raison de dire que ce n'est pas la France seule qui décide et que nous ne pouvons pas seuls bloquer. Mais ça fait 7 ans qu'on me dit ça et je constate que quand même à chaque fois qu'on a élevé la voix et qu'on a montré les incohérences, on a été suivi. Et je me félicite que, parce qu'on a élevé la voix, parce qu'on a montré les incohérences, alors même, vous le savez bien, plusieurs d'entre vous d'ailleurs l'avaient écrit, et c'était vrai. Le vice-président de la Commission se rendait sur place pour signer, on le savait tous. Il n'a pas signé, il a levé le stylo, parce qu'on a été entendu. Et donc, moi je ne suis pas contre les accords commerciaux par définition. Je suis simplement contre le libre-échange quand c'est la loi de la jungle. Ce n'est pas ma vision des choses. Je ne partage pas, c'est d'ailleurs parfois étonnant, comme quoi, toujours des leçons de politique, c'est des gens qui sont toute famille politique, qui n'étaient pas forcément les plus ultralibérales, mais qui défendent des accords dont les sous-jacents sont totalement ultralibéraux. Parce que si on dit on est pour ouvrir, mais on ne respecte pas les mêmes règles, bah, je ne suis pas pour. Et donc, je pense que nous ne pouvons pas demander aux producteurs européens d'accepter à marche forcée de respecter plus de règles et dans le même temps de continuer de négocier des accords de libre-échange comme on le faisait dans les années 90. Ce qui est exactement le modèle du Mercosur. Nous sommes pour des modèles de négociation commerciale, comme on l'a fait avec la Nouvelle-Zélande, avec le Chili par exemple, de nouvelles générations qui sont cohérentes avec cette nouvelle politique agricole que j'évoquais, qui consiste à dire on demande et on impose des règles à nos producteurs pour émettre moins de CO2, pour avoir moins de pesticides, pour respecter la biodiversité. Ils le font, parfois ça crée des tensions. Pour faire ça, on investit, ils investissent, ça leur crée des coûts, ça prend de l'argent du contribuable. Si à côté de ça, vous enlevez les tarifs et les quotas à des produits qui viennent de pays qui n'appliquent pas ces règles, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on sera un continent qui prend des règles pour des producteurs qui n'existent plus. Et donc on sera un continent qui d'ailleurs demain ne pourra même plus choisir ce qu'il consomme. Et c'est ça la souveraineté. Parce que si vous n'y veillez pas, les règles que vous jugez bonnes, que vous appliquez à vos producteurs, si vous les affaiblissez trop, parce que vous laissez vous-même une concurrence déloyale se faire, le risque c'est simplement que vous perdez la capacité à produire. Et donc à un moment donné, on sera en situation peut-être de devoir consommer des biens industriels ou agricoles qui viennent de continents ou de régions qui ne correspondent pas du tout à nos valeurs et à nos règles, parce qu'on aura simplement créé cette situation. L'Europe a les meilleurs standards du monde en matière de décarbonation, en matière de phytosanitaire, en matière de pesticides, etc. Les meilleurs standards au monde. Pause. On applique, on investit, on aide. Mais à côté de ça,
on est intraitable sur le caractère loyal de la concurrence. Il faut que ce soit honnête. Sinon, on va paumer tout le monde. Et pour que ce soit honnête, eh bien, il faut qu'à chaque fois qu'on négocie avec d'autres, on leur dise on veut pouvoir contrôler vos modes de production pour s'assurer que ce sont les mêmes que nous. C'est du bon sens. Et après, il faut choisir. Moi, je pense que si nous faisons ça, on peut continuer d'embarquer nos industriels, nos agriculteurs. Si on ne fait pas ça, on va les perdre. Et à juste titre. Et on fait monter les extrêmes. Alors après, on peut tous dire c'est terrible, les extrêmes montent. Enfin, si on prend des décisions qui ne sont pas compréhensibles. Donc, vous savez, moi, je suis pour l'écologie du bon sens et l'Europe du bon sens. Ça aide beaucoup. C'est pas moins d'ambition, au contraire, mais c'est juste de dire j'essaie de comprendre ce que je fais et de pouvoir l'expliquer de manière intelligible. Parce que quand j'arrive plus à l'expliquer, c'est qu'il y a un problème. Le Mercosur tel que c'est là, c'est pas explicable. Dernière question. Oui, allez-y. Thank you, Mr. President. Barzan Hassan, reporter from Kursan 24. I do understand here there's so many is going on in Europe, in France, but I think we have to not forget the Middle East because is something happening in the Middle East directly affected Europe. Just a few days ago, Iranian regime attacked the U.S. bases in Jordania, and also just 1 week ago, the same Iranian regime attacked Erbil city, the capital of the Iraqi Kurdistan region, and just civilian people there died. You had a meeting with the Prime Minister of Iraqi Kurdistan, Masroor Barzani. Could you tell me what did you discussion with him, and what message do you have for the Iranian regime? Because you know they have so many militia in the Middle East, in Yemen, Saudi, and Iraq, Iran, the other country in Lebanon. What message do you have for Iran? They have to stop this kind of attack. Thank you. You know, from the very beginning, first, vis-à-vis the Iraqi government and Kurdistan, we had a very clear message, and I expressed my full support and our solidarity to the Kurdish government in such a context. And j'ai dit que je prenais une dernière question, on va la prendre là. So we expressed very clearly our solidarity, the fact that we have existing bases and we will maintain this presence, and we will clearly be alongside the Kurdish government to preserve the security and your safety. Second, from the very beginning, we passed very clear message to the Iranian government not to escalate, not to join this situation and this war, and neither directly nor through proxies to increase the tension and deteriorate the situation, which includes Houthi, Hezbollah, Shia militias. And this is the message I want here to reiterate. In Davos, this is the message I passed to the Prime Minister of Kurdistan, and the message I passed as well to the Iraqi authorities. We are present. We are here to fight against terrorism. We will be alongside with you to fight against terrorism. We need a clear commitment from the regional and the national government to clearly fight against precisely these militias and any terrorist activities. This is what I reiterated. Tout dernière. Merci, Monsieur le Président. Thierry Arnaud du BFM TV. L'agriculture, ce sont aussi des dizaines de milliards d'excédents commerciaux pour l'Europe. Le Mercosur, ce sont aussi des dizaines de milliards d'excédents pour l'Europe et je crois aussi pour la France. D'ailleurs, aussi respectables les objectifs de souveraineté et de protection soient-ils, comment est-ce qu'on avance dans cette direction sans mettre en danger ces réalités économiques qui existent aussi et qui nous sont favorables? Alors d'abord, de manière très simple, vous l'avez dit, pour la France, l'Europe est un enjeu essentiel parce que ce sont des exportations pour nos agriculteurs de manière considérable. Il n'y a pas d'agriculture française qui tienne s'il n'y a pas une Europe qui fonctionne. Et donc la meilleure manière de faire, c'est de sortir de la démagogie ambiante et de tous les discours de facilité que j'ai pu entendre ces derniers jours et ces dernières semaines, consistant à dire le seul problème c'est l'Europe. Non. Parce qu'il n'y a simplement pas de devenir agricole s'il n'y a pas une Europe vraiment intégrée, avec une capacité d'échanger. C'est une réalité, elle se vérifie filière par filière. Et d'ailleurs, ces dernières années, nous avons encore renforcé notre intégration intra-européenne. Et c'est une force.
La deuxième chose, c'est que nous voulons une France et une Europe qui soient plus compétitives et qui puissent en effet exporter à travers le monde. C'est tout le sens des réformes que nous menons dans le pays. De nos baisses d'impôts et de la fiscalité de production, de nos réformes du marché du travail, de nos réformes d'assurance chômage, des retraites, etc. La compétitivité française et européenne, c'est ce qui nous permet d'exporter hors de l'Europe pour l'agriculture, l'industrie et autres. Et on va continuer de faire ça. Et vous avez tout à fait raison de dire que la région du Mercosur est une région très importante pour notre commerce, agricole, industriel et autres. J'irai moi-même fin mars et on a beaucoup de prospects, beaucoup de l'industrie de défense, différents sujets industriels et agricoles, de choses. Mais un accord commercial, ça n'est pas ça. D'abord, ça vous montre qu'on peut faire du commerce sans forcément avoir des accords commerciaux. C'est de dire vous donnez des avantages exorbitants et vous démantelez tous vos tarifs avec ce pays ou avec cette région. Ben là, il faut que ce soit juste quand vous faites ça. C'est le point que je plaide. Donc c'est tout à fait compatible. Moi, je ne suis pas favorable à une Europe qui se referme, à une Europe qui ne commerce plus. Et donc je suis pour qu'on commerce le plus possible et qu'on améliore notre compétitivité. Mais je ne suis pas favorable à ce qu'on crée des accords qui démantèlent toute notre politique tarifaire si ces accords ne sont pas équilibrés et se font aux dépens de beaucoup de nos producteurs, en particulier dans notre agriculture. C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, il faut les mêmes règles de production. Mais tout ça montre que ça ne veut pas dire qu'on a besoin d'un accord pour ouvrir le commerce avec ces pays-là. Réciprocité, c'est la clé. Donc on continuera de défendre un vrai volontarisme français-européen, et je crois que défendre notre souveraineté n'est pas du tout... La France a une position très claire depuis que je suis là. Je défends la souveraineté, je défends la compétitivité et l'ouverture. Il faut les trois ensemble. Si vous défendez que l'ouverture sans défendre votre compétitivité, ben vous défendez une ouverture ou vous perdez. C'était le problème de la France depuis beaucoup d'années. On a les premiers résultats, on le voit. Si vous ne défendez que la compétitivité et l'ouverture sans la souveraineté, vous créez des dépendances. On l'a connu pendant la période de Covid, on le voit en ce moment sur les semi-conducteurs et autres. Si vous ne défendez que la souveraineté sans la compétitivité et l'ouverture, à ce moment-là, vous créez une économie qui est inefficace et vous faites souffrir beaucoup de secteurs qui ont besoin. Il faut les trois ensemble, comme dirait l'autre, en même temps. Souveraineté, compétitivité, ouverture. Si on fait les trois ensemble, on crée la compétitivité par nos réformes, par nos investissements, par notre capacité à bien faire. On crée l'ouverture par l'accès à de nouveaux marchés, notre ouverture à ces marchés tiers, mais avec une concurrence loyale. Et puis notre souveraineté, c'est de s'assurer qu'on a toujours une production sur le sol européen qui nous permet de maîtriser nos chaînes de valeur. Il y a des choses qu'on ne veut jamais voir produites à l'extérieur. Et je pense qu'une bonne partie de notre alimentation, je le disais au moment du Covid en disant qui serait assez fou pour déléguer l'alimentation des Européens à d'autres. C'est vrai. Vous n'avez pas envie de vivre dans une Europe qui demain dépendra totalement des autres continents pour avoir de la viande. Moi, j'ai pas envie. Parce que je sais que j'ai une viande française, européenne, qui est meilleure qualité du monde. Je sais ce qu'on y met dedans parce qu'on contrôle ses modes de production. C'est ça la souveraineté. C'est de maîtriser notre art de vivre, nos choix de vie et notre avenir. Ça vaut pour les semi-conducteurs, ça vaut pour l'énergie, ça vaut aussi pour l'alimentation. Voilà. C'est pas incompatible. Il faut tenir les trois ensemble. C'est ce qu'on fait. Allez, deux dernières, et puis après je file. Valérie Astruc, bonjour Monsieur le Président, France 2. Vous aviez en juin dernier appelé à une pause réglementaire sur le pacte vert européen. Le pacte vert européen a cristallisé un peu les colères des agriculteurs pendant cela récemment. Cette pause, est-ce que vous estimez avoir été entendue par vos partenaires, et puis est-ce qu'elle a même finalement pas déjà commencé avant même la crise agricole? Et puis par ailleurs, la France est plutôt mieux-disante sur le plan écologique, le plan éco-phyto, les alternatives au glyphosate. Du coup, est-ce que cette mieux-disance va être abandonnée? Merci. Alors, je le disais, pour ce qui est des distorsions qui peuvent exister, on est en train de les corriger, ça fait partie de ce qu'a annoncé le gouvernement ce matin. Néanmoins, on va continuer à avoir une ambition. Et c'est très important. Et au moment même où l'Europe, parce qu'il y a eu un désaccord, le Parlement n'a pas pu faire aboutir justement ces textes, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de politique sur les produits phytosanitaires. Parce que et nos agriculteurs le savent, d'ailleurs, ils sont raisonnables. Les agriculteurs, ils ne demandent pas qu'il n'y ait plus de règles. Ils veulent que ces règles soient intelligibles, ils veulent qu'elles ne changent pas tout le temps, ils veulent qu'elles ne soient pas attaquées tout le temps, et ils ne veulent pas être stigmatisées. Et ça, c'est légitime. Donc,
En France, on va continuer. D'abord, on stabilise, on met en œuvre ce qu'on a décidé, qui est déjà ambitieux. On corrige les petits points qui existent encore d'irritants, où il y a des différences par rapport aux voisins. Et on a une application de bon sens au plus près du terrain pour les dérogations. Mais on ne fait pas de retour en arrière. Parce que le retour en arrière, ce ne serait pas sérieux. Et objectivement, nos agriculteurs le savent. Simplement, on accompagne. Et je le dis parce que je me compare aussi à beaucoup de voisins. Beaucoup de voisins sont en train aujourd'hui soit de réduire l'argent qu'ils mettent dans leur agriculture ou autre. Nous, en plus de la PAC, on a investi 1,3 milliard d'euros pour accompagner les changements. Donc il faut qu'on soit tous honnêtes avec nous-mêmes. Donc on garde notre ambition, on met en œuvre, on le fait avec bon sens et on corrige les points d'aberration. À côté de ça, ces dernières années, l'Europe a beaucoup avancé. Et donc j'ai dit, et je continue de dire, que maintenant on est dans une phase où il faut mettre en œuvre. Alors c'est la fin de mandature, donc il y a les derniers textes que le Parlement, ce qu'on appelle le trilogue, doit finaliser. Mais on ne doit pas relancer à nouveau de l'instabilité. Ça ne vaut pas simplement sur l'agriculture, pour notre industrie, notre chimie par exemple. Et il faut bien constater que sur ces points, l'Europe a mis en place un cadre réglementaire, ce qui est une bonne chose, c'était nos engagements. Nous on a dit, on a signé les accords de Paris, on a pris des engagements de baisse d'émissions à 2030, à 2050, on a une stratégie qu'il met en œuvre, qu'il a décidé, qui met les règles. Maintenant, il faut la décliner, l'accompagner. Et maintenant, au fond, il faut des règles simples, de l'accompagnement, de la visibilité et de l'investissement pour que jamais la transition ne soit injuste. C'est vrai pour les ménages, c'est vrai pour les producteurs. Et ça, c'est la clé. Donc voilà ce que j'appelle de mes vœux, et vous l'avez dit, je l'avais fait déjà il y a plusieurs mois. Donc je pense qu'il faut maintenant se mettre en œuvre cette pause, cet esprit de bon sens. On est haut. Parce que géopolitiquement, il faut se comparer. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Nous sommes le continent qui a le plus de règles, qui est le plus ambitieux. C'est bien. Maintenant, il faut le mettre en œuvre, il ne faut pas en créer de nouvelles. Toute dernière. Merci Philippe Ricard, là, pour Le Monde. À propos d'Ukraine et d'agriculture, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, voire une contradiction en fait, à mettre en place un plan d'aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans pour l'Ukraine et par ailleurs la priver d'une partie de ses exportations agricoles, étant donné la crise que ça peut susciter effectivement ou alimenter. Voilà. Et puis, autre question sur le Proche-Orient, est-ce que la France, comme d'autres, aux États-Unis par exemple ou au Royaume-Uni, commence à réfléchir à une éventuelle reconnaissance de l'État palestinien? Merci. Sur votre deuxième question, on y réfléchit depuis plusieurs années. Nous sommes surtout convaincus que ce plan sécurité et stabilité pour tous impose une réponse sécuritaire, humanitaire et politique, laquelle emporte la question des deux États. Et donc notre reconnaissance fera partie de ce paquet. Je pense qu'il faut simplement qu'elle intervienne au bon moment dans un cadre politique, avec surtout une responsabilisation de toutes les parties prenantes qui soit cohérent. Pour ce qui est de l'Ukraine, il n'y a pas du tout d'incohérence. C'est là aussi ce que je disais, c'est du bon sens. On aide l'Ukraine pour faire quoi? Avoir des armes, acheter des armes, des missiles, des munitions, des équipements, former leurs troupes. On aide l'Ukraine financièrement pour qu'elle puisse payer ses fonctionnaires, pour qu'elle puisse reconstruire les zones qu'elle reconquiert et qui ont été détruites, et qu'on puisse commencer à budgéter la reconstruction le jour d'après. On a rouvert la sortie des céréales et des denrées alimentaires. Et d'ailleurs, c'est grâce à l'Europe, puisque les voies fluviales et ferroviaires que nous avons rouvertes sont celles qui permettent de faire sortir une écrasante majorité de ces volumes. Tous ne sont pas mis sur le marché européen, mais on les a rouverts du monde. Par contre, on est obligé de constater qu'en même temps qu'on fait ça, on a des mises sur le marché européen de certains biens qui viennent nous déstabiliser. Je regardais pour le poulet, on est passé de 90 000 tonnes à 200 000 puis 300 000 tonnes. Et ça profite à qui aux trois quarts? À un groupe détenu par un milliardaire. Objectivement, on n'a pas envie de faire l'argent de ce monsieur. C'est pas ça le but. Ça n'aide pas l'Ukraine, ça. Donc là, on dit, on met des règles. Ça, c'est du bon sens. On aide l'Ukraine à faire son effort de guerre, on l'aide à sortir les céréales pour qu'ils aillent sur tous les marchés, mais quand il y a des excès qui nous déstabilisent, avec des gens qui d'ailleurs ne respectent pas tout à fait les meilleures règles sanitaires qui sont les nôtres, on dit, on met des clauses. Et donc c'est pour ça qu'est-ce qu'on a dit? On regarde les volumes de 2022 et 2023, on met un plafond en moyennant ces 2 années, ce qui permet d'intégrer une partie avant-guerre, et à ce moment-là, on remet des tarifs. C'est pas du tout contradictoire.
c'est même complémentaire. Sinon, vous n'aurez plus de soutien. Parce que très rapidement, les agriculteurs partout en Europe vont dire c'est totalement injuste. Des gens qui ne respectent pas les mêmes règles que nous n'ont plus de tarifs et arrivent sur notre marché. Et ça aide quelques grands groupes industriels, car l'agriculture ukrainienne est très industrialisée. Elle n'a pas du tout les mêmes formats de production que nous. Donc je pense que c'est du bon sens. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on aura des revues très régulières de tous ces mouvements commerciaux. Juste sur le soutien militaire à l'Ukraine, est-ce que vous pouvez élaborer juste un tout petit peu, parce que c'était quand même, je pense, un gros sujet. Les Européens ne sont pas tout à fait en France. On n'a pas atteint le million de munitions. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau montant pour la facilité européenne de paix, pour financer le soutien. Alors, sur ces deux sujets, d'abord, on aura les textes en février de la Commission qui sont attendus. On s'est mis d'accord sur la proposition faite par le haut représentant. Et ce que j'ai proposé, c'est qu'on ait une coopération très concrète, comme on l'a fait sur l'artillerie, sur les munitions, pour pouvoir élargir et être au rendez-vous. Ce n'est pas normal qu'on ne soit pas au rendez-vous de l'engagement qui avait été pris. La clé derrière ça, c'est qu'on continue tous de manière très concrète d'aller en réalité vers l'économie de guerre, car nous ne sommes pas encore en économie de guerre. Ça fait presque 2 ans qu'on en parle. Nous, on a réussi sur certains de nos industriels à le faire. Par exemple, je prends un exemple très concret que nous avons mis au service de notre coalition artillerie, les canons César, on a fait plus que doubler la production. On est passé en mode économie de guerre. On produit beaucoup plus vite, on a cassé les délais, les procédures, etc. Et on va produire, je crois, je parle de mémoire, un peu moins de 75 canons César cette année, qu'on va pouvoir livrer à l'Ukraine. Il y a plein de secteurs en France et partout en Europe où on n'a pas réussi à faire ça, c'est-à-dire à drastiquement baisser les délais et les volumes. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, parce que c'est ça ce qu'a fait la Russie. Donc il faut être beaucoup plus exigeant avec nos industriels et il faut mobiliser nos financements là-dessus. Toute dernière, parce que je vous ai fait lever plusieurs fois là. La main, merci, Monsieur le Président. Anthony Lebos pour BFM TV, vous avez annoncé un EGalim européen. Oui. Que pouvez-vous nous dire de ces contours, de votre ambition, d'autant plus que les lois EGalim au niveau national ne sont pas assez appliquées selon les agriculteurs que nous interrogeons sur le terrain? Alors, EGalim, 1 et 2, ça marche et ça a permis de sauver beaucoup de filières. Ça suppose que les filières de producteurs s'organisent. Dans le lait, ils l'ont fait formidablement en organisation de producteurs. Ils ne l'ont pas fait dans toutes les filières. C'est un problème. Ensuite, on a renforcé les contrôles, on a mis des indicateurs, etc. Donc, ça a permis de faire beaucoup d'avancées. Il n'y aurait pas eu ça, je peux vous dire, ce serait bien plus terrible. Maintenant, on va faire la revue, ça a été dit par le gouvernement ce matin. S'il faut encore améliorer EGalim 2 au niveau national, on le fera. Mais je ne laisserai pas dire que ça ne marche pas. Ça a permis, pour les filières qui se sont organisées en producteurs, qui ont vraiment décidé d'indicateurs, de préserver la valeur, justement, dans nos cours de ferme. Et ça nous a permis de faire beaucoup plus de contrôles avec des pénalités historiques contre certains grands distributeurs et contre certains grands industriels. Donc nous, on renforce ces contrôles, on applique mieux au niveau national, on applique mieux aussi pour qu'en la restauration collective, on ait vraiment les volumes de consommation locale qui soient bien appliqués, et pour continuer d'aider le bio aussi, qu'il ne faut pas oublier dans cette période. Maintenant, pourquoi il faut une bataille européenne? Parce qu'il y a certaines filières qui aujourd'hui sont structurées au niveau européen, mais surtout parce que certains distributeurs contournent notre loi, parce que quand on a notre administration, la DGCCRF en l'espèce, qui peut contrôler un acheteur, un comportement d'achat en France, si c'est une centrale d'achat qui est située dans un autre pays européen, il contourne. Et donc, on a besoin au niveau européen d'avoir des règles qui permettent de dire, on doit avoir en quelque sorte des accords tripartites entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. C'est ça l'esprit d'EGalim. Et c'est ça la clé. C'est de se dire, notre alimentation, elle repose sur un accord entre 3 parties prenantes. Celui qui produit, celui qui transforme, celui qui distribue. Il faut être sûr que cet accord, il est honnête. C'est-à-dire que chacun ait un juste retour sur sa valeur. Or, compte tenu de la structuration des marchés, c'est très dur que cet accord soit honnête. Parce que vous avez en Europe des millions de producteurs, vous avez quelques dizaines de milliers de transformateurs, parce qu'il y a aussi des PME, et vous avez quelques dizaines de grands groupes qui distribuent. Et donc, ils peuvent être parfois en situation de force. Voilà pourquoi il faut un EGalim européen et des règles qui permettent de lutter contre ces centrales d'achat européennes qui nous font du mal. Voilà. Merci beaucoup. Je vais devoir filer. Bon courage à tous et toutes.